Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Sigstore et des risques cyber liés à la chaîne d'approvisionnement avec Maya Costantini. Bonjour Maya. Bonjour Joël. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Paul Amar. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Maya, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc je m'appelle Maya Costantini, je travaille chez Red Hat en tant que software engineer depuis à peu près 2 ans. Je suis maintenant dans l'équipe sécurité du département Emerging Technologies de Red Hat, qui s'occupe entre autres de la sécurité de la supply chain ou de la chaîne d'approvisionnement. Et actuellement, je travaille sur un projet open source de sécurité, donc on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Sigstore. Ok, alors quand on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle de quoi ? Lorsque l'on parle de supply chain ou chaîne d'approvisionnement, alors une définition que j'aimerais donner, ça serait, je dirais, l'ensemble des acteurs, donc soit les outils ou les développeurs ou les personnes, en fait, qui interagissent dans le développement et la publication du software. Donc, lorsque l'on parle d'outils, ça peut être des outils de développement, des environnements de développement, des outils de build, par exemple, des plateformes de distribution ou de déploiement, qui vont permettre de distribuer aux utilisateurs le software qui a été développé. Et les acteurs, ça peut être les développeurs, les product owners, les personnes responsables des opérations également. Donc c'est l'ensemble de ces outils, également ce qu'on appelle les dépendances. Donc qui sont des outils qui interviennent également de manière plus indirecte dans la chaîne d'approvisionnement. En fait, la chaîne d'approvisionnement, c'est NPM, PyPy, etc., quoi, pour faire simple. Et Dieu sait que si tu fais du Node.js, tu fais un NPM install, tu te retrouves rapidement avec 1200 paquets. L'exemple classique, c'est isEven qui teste si un nombre est pair, et il y a isOdd qui est un paquet différent qui teste si un nombre est impair et qui importe le paquet isEven pour faire ça, quoi. Et c'est quoi les problématiques qui sont liées à ça ? Donc il y a de très nombreuses problématiques qui sont liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc récemment, on a pu voir que les attaques sur cette chaîne ont augmenté de manière vraiment considérable, donc spécialement durant les 3 dernières années. Donc on est dans quelque chose comme 742%, selon mes souvenirs d'attaques d'année en année supplémentaires. Donc ce qui est évidemment énorme, et on a eu quelques attaques spectaculaires qui ont marqué les esprits, je pense. Donc je pense en particulier à SolarWinds, par exemple, ou Log4j, qui est également considéré comme une attaque sur la supply chain. Alors c'est pas vraiment une attaque, mais c'est surtout que plein de gens utilisaient Log4j sans le savoir, parce que ils faisaient du Mavenpool, voilà, et ils buildaient un logiciel et ils se rendaient pas compte qu'en fait, directement ou indirectement, ils allaient importer ce paquet. Oui, tout à fait. C'est plus l'exploitation d'une vulnérabilité à ce niveau-là. Donc les attaques ont été, c'était le vecteur qui a permis de produire de telles attaques, qui a rendu le software vulnérable à ce moment-là. Et du coup, c'est le moment de parler de l'executive order de Biden, président des États-Unis, qui, alors j'ai plus le numéro en tête, mais qui a signé l'executive order qui oblige tout le monde à produire des software bill of materials, c'est-à-dire des listes en fait des dépendances directes et indirectes qu'ils utilisent dans leur logiciel, de telle sorte qu'on puisse rapidement trouver tous les gens qui sont vulnérables à Log4j, par exemple. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, donc je pense que l'executive order, donc le numéro est quelque chose comme 14028, si je ne me trompe pas. Et cet executive order s'appelle Improving the Nation's Cybersecurity, donc par évidemment des États-Unis. Et en fait, cet executive order, ce qu'il demande aux vendeurs qui collaborent avec le gouvernement des États-Unis, c'est d'être capable de lister en fait tous les ingrédients qui composent le software pour que les acteurs gouvernementaux soient capables de retracer la provenance de tous les artefacts qui passent par leur système. Et cela, c'est fait en général avec des software bill of materials ou des SBOM, qui doivent inclure, je pense, un certain nombre de critères. Donc, par exemple, ça peut être le nom des vendeurs intermédiaires, et puis des informations telles que les URL de provenance pour chaque artefact, et ce genre de choses, effectivement. Et donc ça a quand même généré beaucoup d'activités, parce qu'il me semble que Google a dit qu'ils allaient mettre 10 milliards sur la table pour ça, et Microsoft a dit qu'ils allaient mettre 20 milliards pour sécuriser la supply chain logicielle.
Donc du coup, ça a provoqué beaucoup d'initiatives, dont Sixtor par exemple. Alors, c'est peut-être pas uniquement la décision politique nord-américaine, hein, puisque il y a beaucoup de normes de certification qui maintenant imposent une cartographie exhaustive de la totalité du code. C'est le cas par exemple dans l'automobile. Mais la question n'est pas est-ce que ça t'est imposé, mais qui le fait? C'est-à-dire à quel moment tu produis le logiciel, la base de données, les systèmes de signature, d'enregistrement, de blockchain, je ne sais pas quoi, qui vont implémenter, parce que la norme, elle existe, elle est abstraite, quoi. Elle ne propose pas de solution. Ah oui, la norme, elle ne propose pas de solution, elle impose que tu saches prouver à l'auditeur que tu as la liste exhaustive de tous les bouts de code, y compris dans tes puces. Et du coup, Sixtor vient répondre à ce... Trouver une solution pour le logiciel libre. Oui, donc c'est une initiative qui est née, à mon avis, de l'une de de cette problématique, il y a quelques années de cela, donc en 2021 environ. Donc effectivement, il y a un énorme enjeu, si on considère la sécurité de la supply chain pour les gros vendeurs, les grandes entreprises qui collaborent avec le gouvernement américain. Donc en fait, Sixtor a commencé chez Red Hat en 2021, donc dans l'équipe sécurité d'Emerging Technologies également. Et le projet a évolué sur plusieurs années pour donner un projet open source qui devient de plus en plus populaire et qui a été incubé notamment à la Cloud-Native Computing Foundation, à la CNCF, qui est une partie de la Linux Foundation. Et donc les membres fondateurs sont Red Hat, Google et Purdue University. Et en quoi ça consiste du coup, Sixtor, exactement? Alors Sixtor, c'est un nouveau standard pour signer et vérifier le software. Donc en fait, on peut y penser en quelque sorte une alternative à des standards plus anciens comme OpenPGP par exemple, ou son implémentation GPG qui vient rendre le software signing ou le code signing plus accessible et plus transparent et également plus sécurisé. Tu parles d'OpenPGP et PGP justement en termes de customer centricity, d'interface utilisateur, je pense qu'on peut mieux faire. Du coup, ça se veut friendly. Oui, tout à fait. Comme vous pouvez sûrement le savoir si vous avez déjà utilisé GPG par exemple, donc les options de configuration, les protocoles cryptographiques, c'est parfois très compliqué à aborder pour certains développeurs et même pour la majorité, je dirais, surtout s'ils ne sont pas des professionnels de la sécurité, ce que l'on ne devrait pas attendre eux en tant que développeurs nécessairement, puisque le code signing devrait être accessible à tous. Pour des raisons de sécurité évidentes, tout le monde devrait être capable de signer son code, même sans être un expert en cryptographie. Et malheureusement, avec GPG, c'est pas toujours facile de savoir comment configurer l'outil correctement, de connaître, de définir les primitifs cryptographiques corrects pour pouvoir signer son code, et également d'échanger sur les bons standards cryptographiques avec d'autres signeurs. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi c'est important de signer son code? De manière générale, pourquoi les signatures cryptographiques sont importantes? C'est parce qu'elles permettent de certifier deux choses à propos du code que l'on signe. Son intégrité, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié entre le moment où il a été signé et le moment où il va être vérifié par le destinataire. Et son authenticité, donc ce qui veut dire qu'il a été signé par la personne qui est effectivement l'auteur de ce code, donc le signer, et pas par quelqu'un d'autre. Après, ça transfère le problème en fait sur la protection de la clé de signature, parce que effectivement le code peut être signé, mais si on se fait voler sa clé, est-ce qu'il y a des solutions techniques contre ça? Est-ce que par exemple vous faites de l'horodatage? Est-ce que vous avez gardé un registre central des signatures? Est-ce que vous pouvez invalider certaines signatures, etc.? Alors c'est exactement l'un des problèmes que Sixtor règle en fait, le problème de management des clés privées, donc du coup qui n'est pas forcément facile à aborder avec des standards comme OpenPGP. En fait, Sixtor implémente quelque chose de nouveau qui s'appelle le keyless signing, où on peut signer sans avoir de clé privée, qu'on est obligé de garder secrète. On est obligé de dépenser de l'argent, d'avoir les moyens de garder la clé privée sur un HSM par exemple, ou ce genre de choses, de faire des opérations comme des rotations de clés, etc., ou des révocations. Donc en fait, Sixtor implémente ce nouveau workflow en quelque sorte pour avoir des clés éphémères qui ne servent que à signer un artefact durant la durée du process de signature, et en fait les clés à la fin disparaissent complètement et il n'y a pas besoin de manager de clés privées. Et du coup, cette signature, elle se fait où? Parce qu'en fait, il y a deux endroits où tu as envie de signer, c'est au moment du commit et au moment du build en fait.
Donc comment tu t'intègres là-dedans? Est-ce que ça se fait dans une CI/CD? Est-ce que ça se fait chez un fournisseur, enfin un tiers type GitHub ou GitLab qui va héberger son code et qui atteste du commit? Ou comment c'est intégré dans l'écosystème? Alors, il y a beaucoup de façons d'intégrer Sigstore dans un écosystème de développement. Donc, en fait, il y a effectivement, comme tu l'as dit, il y a un sous-projet de Sigstore qui s'appelle GitSign et qui permet de signer des commits Git comme on le ferait avec GPG. Donc, lorsque l'on configure sa signature dans Git, il y a également une option pour configurer GitSign. Donc, ça peut être fait au moment du commit, effectivement. On peut signer les builds, on peut signer à peu près n'importe quoi, des packages, des archives, des images de conteneurs. En fait, Sigstore permet de signer à tout moment de la chaîne d'approvisionnement. Et alors, qu'est-ce qui empêche, puisque si c'est si facile pour un développeur, qu'est-ce qui empêche un attaquant de signer du code qui pourrait le rendre légitime? C'est la façon dont Sigstore arrive à faire un binding entre l'identité d'une personne et sa clé privée éphémère qui est intéressante. Donc en fait, là, lorsque l'on parle du keyless signing workflow que Sigstore peut implémenter, en fait, Sigstore va utiliser OpenID Connect au lieu de la clé publique traditionnelle comme dans les protocoles PGP, par exemple, où en fait, il faut s'assurer de l'identité du signataire en regardant sa clé publique. En fait, là, à la place, on va avoir une identité OIDC qui va servir de preuve d'authenticité à la place de la clé publique. Donc, par exemple, ça peut être une adresse email ou dans le cadre d'un workflow CI/CD, on sera plus sur quelque chose comme un URL d'un workflow GitHub Action ou ce genre de choses. Et celui qui reçoit du code, il a la possibilité de vérifier la légitimité de ce code et tous les auteurs successifs, les contributeurs? Oui, il peut vérifier l'identité d'un signataire s'il connaît l'identité OIDC et également l'URL de l'OIDC provider, donc de l'entité qui va être responsable de distribuer les identités OIDC. Donc par exemple, si on regarde le keyless signing workflow de Sigstore interactif, donc celui qui se passe dans un browser par exemple, donc en fait tout simplement on a une command line où le développeur va écrire Sigstore sign avec les options qu'il veut. Et ensuite, il va avoir une fenêtre de navigateur qui va s'ouvrir et il va avoir un choix entre plusieurs providers OpenID Connect qui sont Google, Microsoft ou GitHub. Il va pouvoir se loguer avec l'un des trois. Et en fait, l'une de ces trois entités, du coup, va être responsable. Il va dire, je reconnais que cette personne possède cette identité OIDC, donc par exemple l'email qui est associé au compte GitHub ou Google. Et en fait, la personne qui va vérifier après la signature de l'artefact va devoir connaître deux choses à propos du signataire. C'est l'identité OIDC qu'il a utilisée. Donc, par exemple, l'adresse mail a été utilisée pour se loguer au compte. Et également l'URL de l'entité qui a distribué l'identité OIDC. Donc, par exemple, ça peut être Google Accounts ou GitHub OAuth ou ce genre d'entité. Et ces providers OIDC dont tu parles, donc là tu en as donné une liste, elle est exhaustive. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres providers? Est-ce qu'il peut y avoir des providers, je veux dire, on-prem, par exemple, pour une organisation qui souhaite utiliser, pourquoi pas, Sigstore en interne? Oui, tout à fait. Alors, il existe une instance publique de Sigstore qui est maintenue par la communauté de Sigstore et qui est complètement open source. Donc, en particulier, je vais peut-être en parler plus tard, mais ce sont des instances publiques de deux sous-composants de Sigstore, Recore et Fulcio. Mais il est également possible d'installer Sigstore en privé, donc d'avoir ses propres instances privées en interne. Alors, en ce qui concerne les instances publiques, les OIDC providers disponibles sont décidés par la communauté, donc il existe une liste officielle dans la configuration de Fulcio, pour être plus précise. Les OIDC providers disponibles changent en fait selon ce que la communauté décide d'inclure. Donc par exemple, récemment, avec mon équipe, on a eu une initiative d'inclure un nouveau provider, donc on en discute avec la communauté, mais c'est par exemple un provider public qui va permettre à une multitude d'universités, d'étudiants et d'académiciens de se connecter à un même portail pour pouvoir signer avec Sigstore sur l'instance publique. Donc on est en train d'essayer de faire passer par exemple cet OIDC provider. Il y a sûrement des entreprises également qui essayent de faire passer le leur, etc. Et en fait pour une instance privée, on va pouvoir intégrer avec
tout provider qui implémente le protocole OIDC, tout simplement. Par exemple, le single sign-on peut fonctionner et ce genre de workflow interne. Et du coup, je comprends que donc il y a voilà un vrai travail communautaire sur ce type de projet pour rajouter des nouveaux providers. Je pense que ça pose pas trop de soucis à en rajouter. Si la communauté décide typiquement d'en supprimer un, est-ce que finalement toutes mes signatures sont du coup désuètes, vont être obsolètes et comment ça se passe? Ça pose un problème? Alors c'est une très bonne question. Est-ce que les signatures vont être désuètes? Je pense que non, parce qu'en fait, quand j'essaie de penser au workflow de signature, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un identity provider est dans la liste officielle, par exemple pour une instance, donc l'instance publique, on va dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la création d'un certificat éphémère par l'instance publique de Sigstore, l'OIDC provider va être reconnu comme officiel, donc dans la liste. Et du coup, le certificat va pouvoir être créé avec cet identity provider. Donc, qui va être dans le certificat. Mais en fait, au moment de la vérification des signatures, ça n'a plus d'importance, parce qu'en fait, ce que l'on regarde, c'est une autre instance de Sigstore, donc sous-instance s'appelle Record, qui est un transparency log. Et en fait, là, les OIDC providers, ainsi que toute la metadata des signatures, les d'identité, etc., sont juste écrits en plain text, voilà, sont juste des entrées immutables dans un transparency log. Et du coup, il y a une immutabilité qui permet de vérifier que la signature était correcte à un temps donné. Oui, donc en fait, Record, c'est un peu le même principe que pour les certificats TLS. Alors en fait, il existe 2 transparency logs dans Sigstore. Donc il y a effectivement un certificat de transparency log, mais celui-ci fait partie de Fulcio, de ce système Fulcio. Et il y a également un transparency log juste pour les signatures dans Record. Donc en fait, il y en a un pour loguer les certificats éphémères que Fulcio va distribuer, et l'autre pour loguer les signatures et leur metadata pour la vérification. Et du coup, moi, en tant que développeur, tu vois, j'écris du code Python dans IntelliJ, je maintiens un petit projet sur GitHub, mais qui a, on va dire, 100 000 téléchargements par semaine. Comment j'intègre tout ça? Est-ce que vous allez voir les gens et vous leur proposer de la signature? Est-ce que GitHub va forcer les mainteneurs de projets populaires à... Ils ont déjà forcé le second facteur, donc ils pourraient forcer la signature aussi. Enfin, comment est-ce que vous allez vous intégrer dans un écosystème où il y a beaucoup de développeurs indépendants ou de petits développeurs, petites entreprises, quoi? Il y a eu beaucoup de communication à propos de Sigstore. Je pense notamment à des conférences ou à des événements publics open source. Mais en fait, il y a aussi d'autres projets open source comme PyPI ou effectivement des entreprises comme GitHub qui vont prendre l'initiative d'intégrer Sigstore de façon plus large. Donc quand je pense à PyPI notamment, parce qu'on prend l'exemple de Python ici, il y a notamment une Python Announcement Proposal ou PEP qui a été proposée il y a quelques années de cela pour signer les packages Python dans PyPI et implémenter une API qui va permettre d'uploader, downloader les signatures. Avant, c'était pas forcément Sigstore parce qu'en fait la PEP est plus ancienne que Sigstore, mais maintenant le standard qui va être adopté pour implémenter cette PEP, c'est bien Sigstore. Donc c'est la PEP 480 si vous voulez regarder de laquelle il s'agit. Et donc, par exemple, l'API va implémenter bientôt cette fonctionnalité. Comment ça pourrait protéger, on va dire, contre SolarWinds, même si SolarWinds reste un logiciel closed source et voilà, qui ont leur propre système on-prem. Mais est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de vérifier qu'un artefact de build a été compromis alors que le commit est bon? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'attaques qui sont au niveau de la CI/CD, particulièrement sur GitHub, où les gens envoient des pull requests malicieuses, récupèrent en fait des jetons d'authentification au moment du test build, et après vont pouvoir potentiellement compromettre des builds ultérieurs du logiciel. Est-ce que Sigstore permet au moins de détecter ce problème, sinon de s'en protéger? Sigstore peut-être, mais pas seulement. Donc pour ce genre de problématique, en général, on peut adopter plusieurs frameworks de supply chain security, dont par exemple Salsa, qui est un peu plus spécifique au niveau de la protection des builds. Donc en fait, ce que Sigstore peut faire, un des avantages de Sigstore, c'est que c'est facilement automatisable. Donc en fait, si on sait bien configurer Sigstore dans un workflow CI/CD, par exemple, il devient vraiment facile de pouvoir vérifier les signatures que l'on veut de façon automatique. Donc on n'a pas besoin d'intervention humaine notamment, et c'est plutôt facile à configurer. Mais si on parle par exemple de protéger des builds ou de choses plus spécifiques comme ceci, c'est des frameworks comme Salsa qu'il faudrait adopter à la place.
Oui, donc en fait, les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils de sécurité. Enfin, l'écosystème est foisonnant suite justement à la volonté du gouvernement américain de mettre un peu tout ça sous contrôle. Et du coup, il y a plusieurs solutions qui ne sont pas forcément concurrentes. Ouais. Oui, tout à fait. Salsa et Sixtor peuvent être complémentaires et notamment, on peut penser à une attestation Salsa donc qui viendrait attester de la sécurité d'un build en particulier qui pourrait être signé par Sixtor, ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on peut signer exactement? Parce qu'il y a aussi des commits binaires. Enfin, des fois, tu t'importes des jars, par exemple, dans un projet Maven. Tu n'as pas forcément le code source. Est-ce que tu peux signer des blobs binaires aussi, des images Docker, des choses comme ça? Alors Sixtor, à la base, je pense, a été conçu pour signer des images de conteneurs. Donc la command line interface de Sixtor, Cosine notamment, servait au début à signer des images. On peut également signer toutes sortes de choses, donc des blobs aussi. Il est possible de signer à peu près n'importe quel artefact, je pense, avec Sixtor. Et c'est des signatures vraiment cryptographiques dans le sens où tu fais un SHA-256 du fichier, c'est ça que tu signes? Ou est-ce que c'est des signatures qui sont résistantes au fait, par exemple, que si tu passes un fichier YAML, l'interprétation des retours à la ligne ou des tabulations des espaces, ça va potentiellement sauter, ou tu vois? Est-ce que deux fichiers qui sont sémantiquement identiques vont produire la même signature? Ou est-ce que c'est vraiment une signature cryptographique bit à bit? C'est une signature cryptographique. Du coup, quel est l'état du projet? Enfin, je crois que vous êtes passé en GA, comment on appelle ça en français? General Availability. Vous êtes passé en release stable 1.0 au mois d'octobre dernier, il me semble, en 2022. Exactement. Aujourd'hui, c'est quoi la roadmap? Est-ce qu'il y a une 2.0 qui est prévue? Est-ce qu'il y a du retour utilisateur? Est-ce que les gens utilisent en masse? Combien de projets utilisent Sixtor aujourd'hui? Combien ça représente de librairies sur PyPy ou autre? Alors, l'adoption de Sixtor depuis que Sixtor est passé JA en octobre 2022 a été assez spectaculaire. Pour tout vous dire, on compte le nombre, par exemple, d'entrées dans le Transparency Log Record pour voir combien de signatures ont été produites par l'instance publique de Sixtor. Et en fait, là, on approche les 30 millions, je pense. Et c'est un chiffre qui est exponentiel, puisque, en fait, mon expérience personnelle, par exemple, il y a quelques semaines de cela, je présentais à une conférence, et du coup, je présentais Sixtor. Sur mes slides, j'ai entré le chiffre, je crois, de 20 millions, et maintenant on est peut-être à 27 millions, alors que ça fait 2 semaines. Donc, par exemple, l'adoption a été vraiment assez spectaculaire. Donc, il y a beaucoup d'intégrations qui sont nées avec Sixtor, et notamment de projets qui signent leur release avec Sixtor également. Et en fait, on en trouve surtout dans le milieu du cloud native, vu que Sixtor a été incubé à la CNCF. Donc, vous pouvez trouver des intégrations avec d'autres projets de sécurité de la supply chain, tels que Tecton Chase, par exemple, Helm. Donc, Helm n'est pas un projet de sécurité, mais ils signent également leur release avec Sixtor. Kivano, qui est un outil pour créer des policies sur Kubernetes, ce genre de projet. Oui, tu peux préciser que la conférence en question, c'est pas The Salt, parce que du coup, l'enregistrement vidéo de ta présentation doit être disponible. Oui. Pour les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent se référer au support et à la vidéo. Oui, donc je crois que c'était le 4 juillet 2023, si je ne me trompe pas. Et est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont très attendues et qui vont sortir prochainement? Alors le projet est plutôt stable, donc il n'y a pas je dirais en ce moment de grandes fonctionnalités attendues, donc qui va être présente prochainement, mais il y a plusieurs initiatives intéressantes qui vont peut-être être mises en place dans les prochains mois ou les prochaines années, mais qui sont vraiment en cours de discussion, donc à un stade pas vraiment avancé, mais qui sont assez prometteuses. Donc, notamment, il y a la question de tout ce qui est développeur privacy. Donc en fait, pour certains développeurs, ça a été une barrière à l'adoption de Sixtor, d'avoir leur identité qui était publique dans un transparency log, qui est en plus de cela complètement immutable et open only. Donc en fait, on ne peut pas supprimer d'entrée dans ce transparency log. Donc c'est évidemment ce qui fait fonctionner Sixtor, mais en fait qui est un problème pour certains développeurs qui n'ont pas envie d'associer leur adresse email privée à leur projet. Et du coup, en fait, il y a des initiatives qui sont nées, par exemple, dans certaines startups comme ChainGuard, qui est l'un des plus grands contributeurs à Sixtor, pour pallier à ce problème. Donc, en fait, ils utilisent, par exemple, des Zero Knowledge Proof of Knowledge, en fait, qui sont un moyen cryptographique d'assurer qu'une identité peut être reconnue, en fait, au moment de vérifier la signature, mais qu'elle ne veut pas être décryptée.
Et ça veut dire que cette entreprise est une sorte de provider qui va permettre de prouver l'identité, en tout cas de faire le binding de manière, je sais pas, anonyme entre l'auteur, le commit. Le projet que cette entreprise, c'est l'un des projets, en fait, juste un article en quelque sorte qu'ils ont proposé, donc c'est plutôt une proposition, je dirais, à ce stade. Et oui, en effet, il va être possible de faire le binding entre l'auteur d'une signature et son identité, sans pour autant dévoiler l'identité du tout. Donc ça va être complètement impossible à décrypter. Et aujourd'hui, le projet Sigstore, il a besoin de quoi? Il a besoin de développeurs, de contributeurs, il a besoin de plus d'utilisateurs, de plus d'intégration dans d'autres chaînes de développement. Comment peuvent faire les auditeurs de Limite Sécu pour aider Sigstore à progresser? Alors, je pense que le projet a toujours besoin de plus de contributeurs. Toute contribution est la bienvenue, mais il a également besoin d'une beaucoup plus grande adoption pour être vraiment efficace, je dirais. Donc, en fait, l'adoption a été, comme j'ai dit avant, assez spectaculaire, mais elle pourrait être encore meilleure. Et je pense que si, notamment, Sigstore était plus adopté dans le milieu du packaging, notamment, il a amélioré énormément de choses et pourrait permettre d'être bien plus précis et d'apporter plus de sécurité lorsque l'on regarde la provenance des artefacts que l'on download dans une supply chain, par exemple. Donc en fait, tout ce qui est sécurité des dépendances, notamment, pourrait être vraiment amélioré avec l'adoption plus grande de Sigstore. Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose? En fait, Sigstore voudrait devenir signature cryptographique, ce que Let's Encrypt est devenu à HTTPS. Donc je vous laisse imaginer l'impact que Let's Encrypt a eu, par exemple, sur la distribution de certificats TLS pour faire adopter le protocole HTTPS de façon également très répandue, de façon spectaculaire. Donc en fait, Sigstore voudrait faire adopter les signatures cryptographiques de la même manière, qui est gratuite évidemment, open source et totalement sécurisée. Merci beaucoup Maya d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.